Là, Jacques Pélissard, voilà. Vous pouvez rester assis ou là, c'est comme vous le souhaitez. Vous venez? Allez. Eh bien, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, cher Gérard Collomb, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de Nice, Mesdames, Messieurs les maires, présidents et chers collègues, quelques mots à mon tour au nom de l'Association des maires de France. Mais je tenais à être présent pour bien comprendre donc la différence, mais aussi les voies de rapprochement entre le monde rural et le monde urbain. Et c'est vrai que la matinée de ce matin, par exemple, était très intéressante pour moi. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Jean-Claude Boulard sur la péréquation. C'est vrai que sur toute une série de sujets, nous avons acheminé ensemble. Et nous avons commencé puisque, et Michel Destot, Gérard Collomb le savent bien, nous avons déclenché, mis en œuvre depuis maintenant quelques années, la démarche du bloc local. On a forgé ensemble ce concept et même ce mot du bloc local. Et ça a commencé avec la taxe professionnelle. Souvenez-vous, quand le texte est sorti du Conseil des ministres, eh bien nous, bloc local, commune interco, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur zone géographique, nous n'avions pas 1 centime d'euro de valeur ajoutée. Et nous avons dit collectivement, je me souviens de la conférence de presse que nous avions tenue à la Maison de la Chimie, nous avons dit collectivement que ce n'était pas acceptable, qu'il était essentiel que le lien fiscal entre les territoires et les entreprises soit affirmé par une participation de nos collectivités à la perception de la valeur ajoutée. Ils ont fait bloc avec les maires des grandes villes de France, les communautés urbaines de France, avec les villes moyennes, les petites villes, les maires ruraux, sous l'égide de l'AMF. Nous avons ensemble porté notre message et donc porté notre conviction. Et à la sortie, et Jean-Claude Boulard le sait, nous avons obtenu 26,5% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ce qui montre que quand on est unis, lorsqu'on arrive à faire les synthèses entre les aspirations des uns et des autres, eh bien, on porte nos convictions avec succès. Et on a continué la démarche avec la réforme territoriale. Gérard Collomb l'a en particulier porté pour la partie bloc local, pour les pôles métropolitains en particulier au Sénat. Avec Michel Destot et d'autres, nous avons pris le relais à l'Assemblée. Et la sortie, la partie institutionnelle du bloc local, fonctionnement des communes interco, mutualisation des services au niveau du texte législatif est aujourd'hui donc accepté par chacun. Autre chose est la question des conseillers territoriaux qui impactent les départements et les régions. Mais cela montre, chers collègues, chers amis, qu'ensemble, on a pu faire bouger les choses, que le texte sorti du Parlement n'était pas le même que celui qui est entré. Je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre des collectivités territoriales, cher Philippe Richert. Je crois que c'est ça notre démarche. Et nous avons voulu l'institutionnaliser régulièrement avec l'ensemble du bloc local, avec le président de la CUF, Gérard Collomb en particulier, le président de l'Association des maires des grandes villes de France, Michel Destot. On se rencontre, on échange, on pose ensemble des conditions qu'il nous faut effectivement porter ensuite donc vis-à-vis du gouvernement. Et ça permet d'avancer, de faire bouger les choses. Alors, j'ai bien noté ce matin ce qui a été dit sur la péréquation horizontale. C'est vrai que cette péréquation horizontale, c'est un souhait de l'ensemble des collectivités, à condition qu'elle soit progressive, qu'elle soit juste, qu'elle soit équitable. Et sur ce registre, j'ai bien retenu ce matin 2 paramètres qui me paraissent très intéressants. C'est la meilleure prise en compte de l'effort fiscal. L'effort fiscal, l'Association des maires de France l'a porté comme exigence pour la redistribution. Il faut, à mon sens, qu'on la prenne en compte également dans la partie donc prélèvement, sans prise en compte de l'effort fiscal. Il y a effectivement des injustices. Les tableaux que j'ai vus ce matin à l'écran le démontraient à l'évidence. Puis deuxième paramètre à mieux prendre en compte, et à prendre en compte tout court, c'est la solidarité de proximité, donc la solidarité dans le circuit court, évoquée ce matin. Je crois que c'est effectivement une dimension qu'il faudrait prendre en considération dans le cadre de la discussion au Sénat pour parvenir à un système qui soit donc progressif, juste et équitable. Et puis vous dire, je suis là également pour parler avec donc Michel Destot et Gérard Collomb de ce dossier qui nous passionne tous les trois et qui ensuite donc fait des émules puisque nous étions les pionniers et que 50 autres communes nous ont rejoints, 50 autres collectivités nous ont rejoints, plus l'Association des départements de France, des régions de France, l'Association des communautés de France. C'est notre agence publique de financement des investissements des collectivités. Et ensemble, tous les trois, Gérard Collomb, Michel Destot et moi-même, nous portons ce dossier
avec une démarche conjointe pour dire à l'État, et j'en profite pour le dire aujourd'hui, il le sait à Monsieur le ministre des collectivités territoriales, que des collectivités qui ensemble décident de créer un outil indépendant de l'État, ne demandant pas, je le répète, ne demandant pas la garantie de l'État pour financer leurs investissements, c'est une démarche saine, c'est une démarche de responsabilité. Il y a bien sûr le secteur bancaire classique, avec 40% environ du marché, 40-50%. Il y a la nouvelle banque, Caisse des dépôts et consignations, Banque Postale, qui ne veut pas dépasser 25% de couverture du marché. Donc il y a pour nous, avec cette démarche d'agence publique de financement des investissements, une place pour assumer un rôle en toute responsabilité, avec une agence qui serait gouvernée par les collectivités locales, au profit des seules collectivités territoriales, avec, in fine, s'il y a un problème, une garantie en fonction de nos encours des seules collectivités adhérentes. Je crois que cette démarche est saine. C'est le discours que j'ai porté auprès des responsables élyséens. C'est le discours que nous avons porté également auprès des différents ministres que nous avons rencontrés et côtoyés, auprès du Premier ministre. Mardi, lors de la séance d'ouverture du Congrès des maires de France, j'aurai ce même discours vis-à-vis du Premier ministre en disant « Faites-nous confiance, faites confiance aux collectivités qui veulent s'investir dans une démarche, faire appel au marché donc, pour se procurer les meilleures conditions possibles, de quoi financer nos investissements qui sont un des moteurs de la croissance. S'il n'y a pas d'investissement par les collectivités, s'il n'y a pas d'investissement de proximité par les collectivités, eh bien notre croissance sera encore altérée. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Faites-nous confiance pour donc assumer ensemble, au niveau des collectivités, cette responsabilité d'une agence publique de financement de nos investissements. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, monsieur le ministre, c'est quelques mots que je tenais à dire en vous remerciant pour ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est vrai que la solidarité du monde urbain avec sa proximité rurale est essentielle. S'il y a regain d'activité, regain de population dans les communes périphériques des grandes villes, c'est par l'activité commune des grandes villes avec leur périphérie. Donc merci pour les enseignements que vous m'avez apportés ce matin. Que vive, chers collègues, toujours de façon plus forte, la solidarité, la synergie du bloc local. Merci et bonne fin de congrès pour cette merveilleuse action commune que dans nos communes, quelle que soit leur taille, nous portons ensemble. Merci à vous. Bien, Monsieur le Ministre, cher Philippe, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier infiniment Gérard Collomb de m'avoir invité, à travers moi évidemment l'Association des maires des grandes villes, à cette 39e journée des communautés urbaines de France. Merci à Christian Estrosi de nous accueillir ici à Nice, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La dernière fois, c'était pour le Gard. Aujourd'hui, c'est pour cette rencontre extrêmement importante des communautés urbaines de France. Gérard Collomb disait tout à l'heure, nous sommes la France qui bouge, avec des accents présidentiels. J'ai envie de dire, nous sommes le monde qui bouge. Nous sommes le monde qui bouge. Quand on regarde la réalité, c'est aujourd'hui plus que jamais, dans les villes, dans les grandes agglomérations, que se joue le destin de notre planète au plan économique, au plan écologique, au plan de la solidarité dans les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud. Toutes les grandes civilisations, toute l'histoire de l'humanité tourne autour des progrès économiques, progrès sociaux, progrès environnementaux qui ont été faits à travers les grandes villes, les grandes agglomérations. C'était Athènes, bien avant que la Grèce n'existe, c'était Rome, Paris, New York, San Francisco, Tokyo, Shanghai. Il n'y a pas d'exception à cette règle, c'est autour de ces communautés urbaines, autour de ces communautés humaines que réside le développement de notre planète. Et c'est pour cela que je voudrais très simplement, en m'associant évidemment à tout ce qui vient d'être dit de façon très claire, très nette, par Gérard Collomb et par Jacques Pélissard à l'instant même, vous dire mon plein accord bien entendu, mais insister sur 2 points. Le premier, à l'occasion de cette péréquation horizontale, il ne serait pas acceptable, Monsieur le Ministre, que l'effort fiscal de nos communes, de nos villes, de nos agglomérations ne soit pas pris en compte. Ce serait une contradiction majeure avec l'esprit du développement
du développement économique, du développement des activités, du développement des richesses dans notre propre pays. Ceux qui ont pris la responsabilité d'augmenter les impôts, de prélever des ressources pour le développement de leur territoire et qui l'ont fait avec responsabilité dans tous les domaines, économiques, social, environnemental, seraient aujourd'hui pénalisés au profit d'un certain nombre de territoires ou de communes qui n'auraient pas fait le même effort de responsabilité et de solidarité. Nous ne pouvons pas non plus accepter que la péréquation horizontale soit en contradiction avec la péréquation verticale. Je suppose que Jean-Claude Boulard l'a dit, chiffre en avant, sur 250 communes en France qui bénéficient de ce qu'on appelle la DSU cible, il y en a plus de la moitié aujourd'hui qui non seulement ne bénéficieront pas de la péréquation horizontale, mais qui risquent d'être contributrices de cette péréquation horizontale. On aura même des communes qui seront dans la situation d'avoir à payer une contribution au terme de la péréquation horizontale, alors même qu'ils bénéficient, dans le cadre de la politique de la ville, de la DSU au plan national. C'est une contradiction incompréhensible. Ce n'est pas ça que veut le législateur. Ce n'est pas ça que veut notre pays. Il est important donc que les amendements que nous présenterons, les uns et les autres, au nom de nos associations, sénateurs, députés, et je dirais toutes sensibilités confondues, soient repris, car sinon, c'est le dynamisme et la solidarité même de nos territoires qui se trouvent en cause. Et je le dis, quand on regarde de loin, bien souvent, on nous explique Nice, Lyon, Grenoble, ce sont des villes riches. Ce sont surtout des villes qui, aujourd'hui, sont le réceptacle, comme dans toutes les grandes agglomérations, de l'évolution de la carte de la pauvreté dans notre pays. Je le dis ici avec force. Cette opposition stupide entre territoires, où les grandes villes seraient riches, les zones rurales seraient pauvres. Il y a une grande diversité, comme c'était rappelé tout à l'heure, sur l'ensemble de notre territoire national. La carte de la pauvreté de notre pays, en 20 ans, a profondément changé. Le pauvre de la statistique, c'est toujours horrible de le lire en ces termes-là, c'était il y a 20 ans une personne âgée vivant en milieu rural. C'est aujourd'hui un jeune vivant en milieu urbain, de famille monoparentale et de famille d'origine étrangère. Quand on sait ça, on sait que partout en France, quelle que soit la ville, quelle que soit l'agglomération, il y a dans les villes-centres des quartiers en difficulté, il y a des quartiers où la précarisation, la pauvreté est en croissance absolue. Il y a des communes de banlieue qui sont dans la même situation et qui nous obligent à avoir une autre conception sur notre territoire de la solidarité. Je voudrais dire également qu'il nous faut aujourd'hui nous donner les moyens pour nos collectivités locales de continuer à aller de l'avant. Je rappelle ici un chiffre que tout le monde doit entendre. 71% des investissements publics civils dans notre pays relèvent des collectivités territoriales. Nous sommes dans un monde en crise. La France est en crise sur le plan économique, sur le plan social. Je dirais même sur le plan moral. Nous savons que l'investissement est source de croissance, d'activité économique, donc d'emploi, première des solidarités. Si les collectivités locales n'ont pas les moyens de développer des politiques d'investissement, faute des ressources suffisantes, eh bien, c'est la croissance même de notre pays qui en sera entachée. On aura beau mener des politiques nécessaires de rigueur, de maîtrise des dépenses publiques de fonctionnement. Il y aura un manque à gagner en matière d'investissement, donc de croissance, donc de prélèvement possible de ressources. Et nous serons évidemment dans un cycle infernal de dépression pour notre propre pays, comme nous le voyons aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays européens. Il nous faut donc, à tout prix, résoudre le problème aujourd'hui des banques et du financement des collectivités territoriales au même titre que des PME et PMI dans notre pays. Aujourd'hui, nous le savons,
Le crédit est non seulement rare, il est cher. Nous avons fait une petite enquête au sein de la MGVF qui prouve que quand on veut investir par emprunt par environ 10 millions d'euros, aujourd'hui, dans la plupart de nos collectivités, on a du mal à trouver les 10 millions d'euros. C'est plutôt 8 millions que l'on trouve. Et là où il y avait généralement 5-6 établissements bancaires qui répondaient, c'est aujourd'hui 2 banques. Nous ne pouvons pas l'accepter, car à terme, ce sera un ralentissement dans les capacités des collectivités d'investir. Et c'est pour cela que nous avons, Jacques Pélissard, Gérard Collomb et moi-même, pris cette responsabilité de monter ce qui sera, je l'espère, d'ici 1 an, une agence de financement des collectivités territoriales. Nous avons parlé longuement avec Philippe Richert, il y répondra, je suis sûr, dans son discours. Mais il y a la transition, le lien à faire. Et nous sommes exprimés également au plus haut niveau avec le Premier ministre. Et je me réjouis, je le dis, c'est une bonne mesure que la Caisse dépôt et de consignation, avec le groupe postal, ait mis en place pour le plus vite possible, je le dis 3 fois, cette possibilité de financement complémentaire, peut-être à hauteur de 4 à 5 milliards d'euros. Il nous en faut une vingtaine par an. 5 millions peut-être sortiront d'ici 1 an de notre agence de financement des collectivités locales et le reste des banques plus traditionnelles. C'est en milliards que je m'exprime, effectivement. Eh bien, il faut absolument que ce nouveau dispositif, caisse de dépôt, groupe postal à travers la banque postale, puisse être mis en place le plus rapidement possible. C'est urgent, c'est la croissance de notre pays, son activité économique, donc l'emploi, encore une fois, première des solidarités qui est en cause. J'en ai terminé. Nous avons décidé, vous le savez, au sein de l'Association des maires des grandes villes, de pouvoir travailler de concert, non seulement avec la CUF, mais aussi avec Villes et Banlieues, avec l'Association des maires de France. Nous avons décidé d'aller au-delà, de faire vivre ce fait urbain et de nous donner des moyens, y compris matériels, de pouvoir nous réunir. Ce sont des locaux communs, notamment de l'Association des maires des grandes villes, avec la CUF, avec l'association des communes l'association des intercommunalités, et puis aussi du GART, de l'AFNO et de Villes et Banlieues. C'est une opération qui sera, je crois, un signe extrêmement fort de notre volonté de parler d'une seule voix. Chacun gardera son identité, bien évidemment. Il n'est pas question de dissoudre nos associations. Il est question de nous renforcer, de pouvoir faire passer des messages qui soient les messages de la France qui bouge. Et si tu me permets, Gérard, de conclure en disant du monde qui bouge. Merci. Monsieur le ministre, cher Christian Estrosi, messieurs les présidents, alors le président de l'Association des communautés urbaines de France, cher Gérard Collomb, monsieur les présidents aussi, alors il vient de partir, de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard, et le président de la MGVF, cher Michel Destot, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les ministres, les parlementaires, les présidents de communautés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Merci d'abord pour votre accueil. Merci à toi, cher Christian, de m'accueillir dans cette merveilleuse ville de Nice et d'y déployer avec autant de talent une politique à la fois exemplaire de développement et de cohésion. Et lorsque on passe devant les chantiers et lorsqu'on t'écoute, on voit bien que ces transformations ne sont pas le fruit du hasard, mais elles résultent d'un engagement qui mérite d'être souligné. Merci au président Gérard Collomb, merci cher Gérard, de me permettre d'échanger à nouveau avec les élus des communautés urbaines quelques semaines à peine, après avoir rencontré beaucoup d'entre vous à Rennes,
où déjà nous avons convenu que le développement de l'intercommunalité est une cause qui nécessite un travail commun, continu, au-delà des clivages habituels. Et dans ce domaine, je suis heureux de pouvoir dire que l'Association des communautés urbaines de France est assez exemplaire, et je dois dire que vous ayant écouté avec beaucoup d'attention, je pense pouvoir signer ou contresigner ce qui a été dit ce matin en conclusion de vos débats, et j'y reviendrai évidemment point par point, parce que je crois que cela mérite que l'on puisse le développer un petit peu. Je ne m'attarderai pas, mesdames et messieurs, sur les difficultés de la période que nous traversons, nous les connaissons tous, mais il faut garder à l'esprit ce contexte qui doit orienter nos réflexions et nos décisions. Je crois qu'il serait déraisonnable de ne pas garder en mémoire ce tableau qui nous imprime tous. Quelle est notre ligne de conduite, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire comme si la crise n'existait pas. Oui, le contexte international est marqué par une crise économique et financière majeure qui place notre pays dans une position extrêmement inconfortable et qui l'oblige à assainir ses finances publiques beaucoup plus rapidement que prévu, et cela dans une conjoncture économique qui est loin d'être aussi favorable que celle que nous espérions. Le contexte de crise nous pousse à ne pas fléchir dans l'esprit de réforme. Cette crise nous oblige à une attitude de responsabilité. Aussi, tous nos efforts, ceux du gouvernement, du Parlement, des collectivités territoriales, des entreprises, des Français, doivent être tournés vers cette exigence supérieure. Les collectivités ne sauraient être exemptes de l'indispensable effort de rationalisation de la dépense publique. Et la loi de réforme des collectivités participe de l'effort général demandé à tous, aux collectivités comme à l'État ou aux autres acteurs publics, d'optimiser les dépenses publiques. Elle propose des outils pour être plus efficaces, plus lisibles pour nos concitoyens. Elle permettra la réalisation d'économies, mais surtout une meilleure coordination des communes et groupements de communes, et plus largement des différents acteurs publics. Et tout à l'heure, ce que nous avons entendu confirme les propos généraux que je suis en train de vous tenir. Oui, des gains très importants de productivité seront ainsi réalisés grâce à des gisements de coopération et de mutualisation. Dans ce contexte, je crois que nous sommes ici tous d'accord pour considérer que la réforme intercommunale est non seulement nécessaire, mais indispensable. Nous le disions il y a un an et lors de toutes nos rencontres. Il ne s'agit pas aujourd'hui, devant la difficulté, de vouloir freiner cet élan. Au contraire, nous savons que nous devons continuer à moderniser. Les communautés urbaines connaissent bien les défis que pose le phénomène urbain, et vous avez raison d'appeler vigoureusement l'attention des pouvoirs publics sur les étapes à franchir pour permettre aux politiques publiques d'y être mieux définies. C'est pour cette raison notamment que je poursuis avec conviction la mise en œuvre de la réforme intercommunale, décidée par le Parlement après 200 heures de débat, auquel votre association a beaucoup contribué, et je veux encore l'en remercier. Certains voudraient simplement supprimer aujourd'hui cette loi ou dire qu'on va se mettre en stand-by. Nous savons bien que ceci n'est pas possible. Nous savons bien que l'exigence du moment ne nous le permet pas. Et j'avoue que j'ai été parfois surpris par la méconnaissance, à moins que ce ne soit simplement une posture, qu'ont encore un certain nombre de parlementaires sur des principes de la mise en œuvre de la réforme adoptée il y a à peine un an. Vous le savez, et vous le savez bien aussi bien que moi, que cette réforme a fait l'objet, en ce qui concerne le volet communal et intercommunal, d'un large consensus de droite comme de gauche. Consensus construit en écoutant les associations d'élus. Tout à l'heure, le président de l'Association des maires de France le disait, et vous l'avez répété aussi, eh bien, les lois ont été beaucoup adaptées à ce qui a été demandé, notamment par les associations. En termes de flexibilité, en termes de délai, en termes d'organisation, tout simplement parce que nous en avons besoin, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement partir d'un carcan, mais qu'il faut laisser plus de liberté au niveau du terrain, aux initiatives locales pour s'adapter à ce que le terrain nous enseigne. Aujourd'hui, beaucoup paraissent avoir oublié les prises de position d'hier et demandent d'arrêter, de remettre tout à plat. Certains y voient même une tentative de recentralisation en faisant la part trop belle au préfet. Qu'est-ce que nous avions demandé au préfet? Nous avons demandé simplement au préfet de faire un projet de schéma
sur lequel les élus ensuite auront toute leur place dans le débat, et c'est bien les élus qui décideront. Non mais je le dis, ce sont bien les élus qui le décideront. Je le dis, les élus qui le décideront. Alors je sais bien qu'il y a des situations dans lesquelles des débats existent. Ils existent, on peut le dire, dans quasiment tous les départements. Parce que réorganiser se fait rarement avec 100% des adhésions. Nous voyons même ici à Nice, Monsieur le maire, où le projet de métropole s'est construit dans un très large consensus, pour le dire ainsi. Eh bien, même là, il y a eu un certain nombre, bien sûr, de réticences, parce qu'il est difficile d'avoir l'unanimité et l'adhésion de l'ensemble individuellement de chacun des élus. Lorsque nous portons de tels projets, nous savons bien que des intérêts et parfois des visions stratégiques peuvent s'entrechoquer et peuvent avoir comme conséquence de créer des doutes, des troubles et parfois des moments de tension. Mais nous savons aussi, permettez-moi de le dire, qu'au-delà de ces tensions, lorsque l'intérêt général est en jeu, eh bien les élus savent dépasser ces moments pour retrouver, à pouvoir construire ensemble tout simplement ce qui répond à ces besoins d'intérêt général. Oui, dans ces débats, ce que nous avons souhaité au niveau du gouvernement, c'est de laisser des marges d'initiative au niveau du local, c'est de faire en sorte que nous puissions adapter les propositions qui ont été faites aux besoins du territoire et aux ressentis des élus. Je veux le répéter ici de façon très claire pour qu'il n'y ait pas d'incertitude sur ce point. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'y reconnaîtra nécessairement parce qu'il y a des différences, mais nous avons clairement demandé, et c'est comme ça que cela se passera, à ce que l'essentiel soit fait pour permettre aux élus de co-construire ensemble ce projet sur la base du travail initial qui avait été proposé. Je veux le redire ici simplement ce que le Premier ministre avait dit en Indre-et-Loire. Il avait indiqué que la révision de la carte intercommunale est une nécessité pour notre pays, pour que nos communes et nos intercommunalités soient en capacité d'exercer les nombreuses compétences qu'elles détiennent. La méthode du gouvernement choisie est celle de progresser dans la concertation pour aller vers le consensus, en laissant aux élus le soin de déterminer ce qu'ils jugent le plus pertinent. Je le dis clairement, c'est ce que je demande et c'est ce que je répète, en particulier aussi lorsque je m'exprime au préfet, et je le dis ici, comme je le dis ailleurs dans les réunions que je tiens avec les responsables de l'État. Les instructions claires ont été données, je ne les développerai pas plus dans le détail, car je les ai exposées à Rennes il y a à peine un mois. Je rappelle seulement que là où il est possible d'arrêter le schéma, il faut le faire pour le 31 décembre, et là où il n'est pas possible d'arriver à cette situation de très large convergence, eh bien on dépassera la date du 31 décembre 2011 et que cela nous permettra de continuer à travailler. La date du 31 décembre n'est donc pas un coup près et il faudra, le cas échéant, là où cela n'est pas possible, de prendre le temps nécessaire. Ce n'est pas aujourd'hui faire le tout ou s'arrêter. Nous devons avoir la possibilité de faire là où le consensus existe et de continuer à travailler là où il n'y a pas aujourd'hui ce consensus et ce climat de convergence générale. Voilà ce que je souhaitais dire tout simplement pour retracer un petit peu le cadre général. Alors il est vrai, mesdames et messieurs, il est vrai que dans un certain nombre de cas, il nous sera nécessaire d'apporter, y compris par voie législative, un certain nombre de précisions. Par exemple, sur les questions, et la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur le prévoyait, de faire en sorte que si nous faisons des fusions avant ou jusqu'au 1er juin 2013 et pour aller jusqu'en mars 2014, il est nécessaire de permettre aux exécutifs de continuer. Il faudra apporter des précisions. Cela a été mis dans la proposition de loi Sueur. La proposition de loi Pélissard est déposée. Elle reprendra cette possibilité d'apporter un certain nombre de précisions supplémentaires, comme par exemple pour un certain nombre d'îles qui n'ont pas besoin d'être raccrochées nécessairement à une intercommunalité du continent. Par exemple, apporter une précision, ça ne concerne pas principalement les communautés urbaines, évidemment, en ce qui concerne les seuils à partir desquels il faut un scrutin de liste, parce que c'est des attentes qui sont là. Eh bien, toutes ces précisions peuvent être apportées pour permettre de doter les inquiétudes qui restent pour tout simplement que nous puissions continuer à travailler. Et nous le ferons dans la plus large
dans le souci le plus large, là aussi au niveau du Parlement, pour que tout le monde puisse y être associé. Cette date du 31 décembre 2011 a donc été arrêtée par la loi pour que les schémas puissent être mis en œuvre au plus tard le 1er juin 2013, et nous l'avons fait simplement pour que ceci soit terminé le plus loin possible avant mars 2014, pour que les élections puissent se dérouler dans un climat le plus apaisé possible. Voilà. Je tiens à saluer le vote favorable du 10 novembre dans le Val d'Oise sur le premier schéma en France, à la quasi-unanimité de la CDCI, c'est-à-dire des élus de toute sensibilité. Pourtant, les questions traitées par le schéma en Val d'Oise n'étaient pas plus faciles à résoudre par le préfet et les élus que dans bien des départements. Je souligne que ce schéma a été approuvé 1 mois et demi avant l'échéance prévue par la loi et avec l'assentiment de tous les membres de la CDCI, moins 2 abstentions. C'est quand même pas mal, ce qui montre que cela est possible et que le calendrier n'est pas tout à fait intenable. Je suis également d'accord avec l'AMF sur les ajustements ponctuels. J'en ai parlé, nous essaierons de les mettre en œuvre, en particulier au travers des navettes qui se feront avec les propositions de loi pour que les attentes de précision puissent être satisfaites. L'intercommunalité, vous en êtes un exemple, a été un succès et doit être développée et approfondie. Il faut franchir cette nouvelle étape en renforçant sa gouvernance, en démocratisant son fonctionnement et en approfondissant son intégration. C'est ce que je souhaitais vous dire sur cette question à la fois de date et sur les modalités. Et je ne change pas mon propos d'un lieu à l'autre. Je sais bien que ce n'est pas toujours ce qui a été ressenti, mais je vous exprime que ce sera la conduite qui sera tenue, y compris par les responsables de l'État sur le territoire. Permettez-moi maintenant de vous dire un mot sur une autre avancée significative de la loi du 16 décembre 2010, ce sont les métropoles et les pôles métropolitains. La loi du 16 décembre, il faut le rappeler, est une véritable boîte à outils à la disposition des élus locaux. Elle a été conçue pour que les élus puissent y trouver les instruments dont ils ont besoin en fonction des réalités de leur territoire et des caractéristiques de leur collectivité. J'en veux pour preuve que les projets de création de pôles métropolitains, une vingtaine aujourd'hui, transcendent les courants politiques pour trouver leur dynamique dans la diversité des enjeux des territoires. Ces pôles métropolitains font partie de nouveaux outils mis à disposition des élus comme les métropoles, les communes nouvelles, la possibilité de fusionner départements et régions. La loi offre de nombreuses ressources. Il appartient aux élus, en fonction de la configuration des territoires, de leurs histoires, de leurs atouts, de s'en saisir s'ils le souhaitent. Et je sais, Monsieur le Président, cher Gérard, que la CUF et ses membres y sont pour beaucoup dans le fait que cette possibilité nouvelle soit offerte. Le gouvernement a été ouvert, le Parlement l'a permis. Oui, les possibilités de prendre dans l'ensemble du panel des dispositions nouvelles ce qui concerne au mieux les territoires dont vous avez la charge est une bonne disposition. Je sais bien que là encore certains ont critiqué le fait de ne pas être allé assez loin. Certains souhaitaient que le carcan soit mieux ficelé, que l'on soit davantage contraint par rapport à un certain nombre qui ont des difficultés à avancer. Mais on le voit bien avec ce qui a été dit tout à l'heure et ce que Christian Estrosi a exposé nous le démontre de façon tout à fait exemplaire. Ce qu'il est important, c'est de partir sur l'idée que ce sont les élus qui vont utiliser les possibilités qui sont données. Et c'était le sens de la démarche de Gérard Collomb, de Michel Destot et de l'ensemble des responsables d'associations portés par leurs associations elles-mêmes, de donner cette possibilité, d'adapter, de garder cette flexibilité pour que ce soit bien le territoire qui soit porteur des grandes orientations de ce que souhaite le territoire et non pas la loi. La loi permet d'aller plus loin, mais la loi n'impose pas elle-même d'aller au bout de la démarche. À titre personnel, permettez-moi de vous dire que je trouve que la souplesse de cet outil juridique est bienvenue. Cet outil juridique permet la création d'une structure sur un territoire continu ou discontinu. Il peut même s'adapter aux situations frontalières. Dans le premier cas, ce peut être l'exercice partagé de compétences de développement économique, de création et d'entretien d'infrastructures ou de transport. Cela peut être aussi la première étape de la construction d'une intercommunalité plus grande et pourquoi pas d'une métropole comme ici
autour de Nice. Je pense aussi à ce qui peut se concevoir autour de grandes villes comme Lyon et Saint-Étienne, Monsieur le Président Collomb, ou dans certains de nos territoires où le tissu urbain est historiquement dense, comme dans le Nord, Monsieur le ministre de Le Bar. Créer entre intercommunalités plus éloignées, un pôle métropolitain peut aussi assumer la double fonction de moteur du développement et d'aménagement du territoire. Ce serait par exemple la vocation d'un pôle qui pourrait se construire entre Mulhouse et Strasbourg. J'ai déjà dit, Monsieur le Président de la communauté urbaine de Strasbourg, mon intérêt, mon soutien à ce projet. Cela pourrait être aussi ce qui se passe autour de Nantes, de Rennes et Saint-Nazaire. Dans ces régions, les pôles peuvent contribuer à donner de l'équilibre dans le développement des activités économiques, sociales et humaines à un territoire. En termes d'équilibre et de développement, un autre exemple de pôle me paraît s'imposer, celui du Sillon lorrain, Monsieur le maire de Nancy, récemment créé, et qui va contribuer à valoriser les efforts entrepris par les agglomérations de Metz, Nancy et Thionville. J'étais en Lorraine le 9 juin dernier et j'ai pu apprécier concrètement la volonté d'avancer des élus. Et puis permettez-moi de dire, comme voisin de la Lorraine, de voir Nancy et Metz, avec Thionville, travailler ensemble de façon très, très forte pour une nouvelle dynamique. Est-ce que je peux dire, on n'en avait pas toujours eu l'exemple jusqu'à présent de façon aussi prégnante. Je n'en doute pas une seconde, cher André, je n'en doute pas une seconde, mais il est absolument remarquable que vous ayez saisi les uns et les autres ces opportunités, tout simplement pour avancer, parce qu'on sait que c'est les moments que nous devons utiliser, choisir pour continuer d'avancer. Oui, l'initiative en appartient aux élus sur la base du volontariat, et il est essentiel que les projets de pôle émergent dans les logiques de complémentarité et non de concurrence ou d'opposition. Et je voudrais évidemment profiter de l'occasion pour saluer tout particulièrement la naissance très prochaine, le 1er janvier, de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a fait l'objet d'une préparation intense tout au long de cette année. Le décret a été publié le 18 octobre et je veux vraiment féliciter Christian avec l'ensemble des élus des 46 communes qui se sont lancés avec lui et seront bientôt réunis dans la métropole pour ce projet qui doit être fédérateur car il offre aux villes et aux communes qui participent de grandes opportunités pour construire un avenir solidaire. Vous le savez sans doute, nous travaillons par ailleurs en Alsace sur un autre projet de grande ampleur qui porte l'ambition de la région et des 2 départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à travers la réunion des 3 collectivités en une seule à l'horizon 2014. Il ne s'agit évidemment pas de vouloir proposer à l'ensemble du pays ce type de mesures. Là encore, nous sommes à regarder ce qui peut être fait dans chaque territoire en fonction des opportunités et des situations locales. Vous savez que l'Alsace est une petite région, géographiquement. C'est une région qui est très identifiée et c'est une région qui, indiscutablement, dans l'avenir, doit se construire autour de 2 grandes idées. C'est d'un côté la région et c'est de l'autre côté les métropoles et le travail qui est engagé est tout à fait complémentaire, avec bien sûr aussi la réflexion sur ce qui se trouve entre ces 2 métropoles qui vont participer autour du projet de pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse, à savoir l'ensemble des intercommunalités. Pour nous, l'avenir ne peut se construire qu'autour de cette idée que les 2 avancées notoires, ça sera d'un côté renforcer la région et de l'autre côté les métropoles et les intercommunalités. Alors je ne doute pas qu'il y aura d'ailleurs d'autres outils qui seront utilisés tout simplement pour permettre cette meilleure adéquation. Enfin, j'en viens à un point que vous avez abordé les uns et les autres parce que c'est un point d'importance, c'est les aspects des finances locales. Là encore, soyons clairs, nous devons agir en responsabilité et je sais bien sûr que l'ensemble des membres de l'association des communautés urbaines de France y sont sensibles. Agir en responsabilité, c'est d'abord associer les collectivités territoriales à l'effort national de réduction des déficits publics. Je vais vous redire ici, et je le fais parce que c'est mon devoir et je le fais aussi parce que je le pense, quand vous regardez aujourd'hui les budgets de l'État, le budget de l'État, une fois que vous avez enlevé la part qui revient aux collectivités, c'est environ 280 milliards d'euros. Le budget des collectivités, si vous faites le total de l'ensemble des budgets, c'est environ 220 milliards d'euros. Donc au total, environ 500 milliards d'euros. Vous savez les difficultés auxquelles nous devons faire face en ce qui concerne la réduction, ou en tout cas la limitation de la dette, et en même temps la réduction des déficits. Eh bien, on ne peut pas, pour réduire le déficit, s'attaquer uniquement au déficit de l'État. C'est évident.
Nous ne pouvons pas simplement s'occuper dans cet ordre de grandeur des 280 milliards d'euros et ne pas penser aux 220 milliards. Nous devons faire en sorte que nous ayons bien présent à l'esprit que c'est ensemble que nous devons progresser, c'est ensemble que nous devons faire un effort. L'État, depuis 2007, vous le savez, produit un effort considérable pour revisiter l'intérêt de ses politiques publiques, réduire son train de vie et faire baisser le nombre de fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle globalement la RGPP. On en a beaucoup parlé, je ne vais pas le développer davantage. Si les collectivités territoriales sont bien gérées, et nous le savons bien, elles ont en revanche été peu nombreuses à engager de telles démarches volontaristes en leur sein, alors même que l'État leur garantissait la stabilité des dotations. Souvent, on nous dit, écoutez, quand même, globalement, les ressources des collectivités souffrent, et vous avez raison, et nous avons raison. Vous savez bien, tout à l'heure, vous avez rappelé que je suis président de région, je le sais bien. Pour autant, reconnaissons que dans cette période difficile, globalement, les ressources des collectivités restent au même niveau qu'avant la crise, avec une très légère progression. L'ensemble des reversements que l'État fait d'une année à l'autre en direction des collectivités se situait à 98 milliards en 2010. C'est 99 milliards en 2011 et c'est environ 100 milliards en 2012. Donc vous voyez que globalement, je vais dire que c'est à peu près une stabilité. Je veux juste vous dire que d'autres pays n'ont pas connu en direction de leur collectivité les mêmes démarches. Quand vous regardez l'Allemagne, dans la crise, du côté de l'Allemagne, les collectivités ont beaucoup plus souffert. Quand il y a eu 20% de baisse des ressources, les collectivités ont été touchées par ces 20% de baisse des ressources. Nous avons essayé de faire, malgré la crise, de telle sorte qu'en France, les collectivités puissent garder le même niveau de ressources pour tout simplement continuer à la fois de fonctionner dans les meilleures conditions et aussi de pouvoir continuer à investir, parce que nous n'oublions pas, bien sûr, que les collectivités territoriales sont celles qui permettent de faire environ 70% de l'investissement public dans notre pays. Nous avons donc tout intérêt à faire en sorte qu'elles puissent continuer. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre pays, globalement, est à un point où nous devons être particulièrement attentifs à la fois, bien sûr, à l'équilibre des comptes et aussi à la situation de l'endettement. Je veux redire aujourd'hui que la dette publique dans notre pays représente à peu près 85% du PIB. Alors je sais bien que la dette, c'est d'abord l'État, que ce n'est pas les collectivités territoriales. On le sait bien, nous. La dette pour les collectivités, c'est entre 10 et 15% de l'ensemble de la dette de notre pays. Et ça veut donc dire que 85 à 90%, c'est l'État, en tout cas, ce n'est pas les collectivités. Pour autant, avec la démonstration que je faisais tout à l'heure, ça montre bien que nous avons intérêt, globalement, à faire en sorte de ne pas creuser davantage. Si vous regardez sur la dette, la charge d'intérêt de la dette aujourd'hui pour notre pays, c'est par an 49 milliards d'euros. 49 milliards pour les intérêts de la dette. Imaginons ce que ce serait si au lieu d'emprunter à 3%, nous empruntions à 6%. Nous voyons bien que les enjeux sont énormes et que l'effort de maîtrise globale doit nous permettre d'associer, bien sûr à l'effort de l'État, également les collectivités. Aujourd'hui, pour maintenir le cap d'un déficit budgétaire à 4,5% du PIB en 2012, 2 plans successifs ont été mis en œuvre, associant des mesures fiscales et des mesures de réduction de la dépense publique. Les dotations aux collectivités ont été sollicitées à hauteur de 200 millions d'euros, soit 20% du milliard d'économies budgétaires correspondant au premier plan, tout simplement parce que les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales représentent à peu près 20% de ces dépenses. Concrètement, nous avons veillé, et j'ai veillé, à limiter autant que possible l'impact de cet écrêtement. En particulier, nous avons sanctuarisé le montant global de la DGF. Nous avons également reconduit le montant de certaines dotations à leur niveau de 2011, comme pour le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Nous avons supprimé des compensations qui n'étaient pas encore entrées en vigueur. Et je vous précise aussi qu'à ma demande, les collectivités territoriales n'ont pas été concernées par le deuxième exercice d'économie budgétaire de 500 millions d'euros. Évidemment, j'en suis heureux, même si, par ailleurs, évidemment, les efforts sont à trouver sur d'autres chapitres. Agir en responsabilité, c'est aussi favoriser la solidarité entre les territoires, et j'en viens à la péréquation, messieurs, mesdames les élus. Sanctuariser la DGF ne veut pas dire geler ces montants individuels. Nous nous sommes donné les moyens de développer la péréquation au sein de la DGF en proposant d'augmenter la DSU et la DSR de 4,6% l'an prochain. Cela représente encore 60 millions d'euros de plus pour la DSU et 40 millions d'euros de plus pour la DSR. Au total, les dotations de péréquation qu'on dit verticales, c'est-à-dire de l'État vers le bloc communal,
en général se monte environ à 3 milliards d'euros. La péréquation verticale organisée par l'État, c'est environ 3 milliards d'euros. De même, nous nous sommes donné les moyens d'accompagner le développement de l'intercommunalité. Nous avons ainsi dégagé les ressources nécessaires pour prendre en compte l'évolution de la dotation d'intercommunalité consécutive à des mouvements périmètres intercommunaux, création, extension, fusion, transformation de PCI. Mais surtout, nous proposons dans le projet de loi de finances pour 2012 la création pour la première fois à l'échelle nationale d'un mécanisme de péréquation dite horizontale, c'est-à-dire une péréquation au niveau du bloc communal, comme nous l'avons engagé l'an dernier pour les départements au niveau des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Ce Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, qu'on va appeler le FPIC, redistribuera ainsi en 2012 250 millions d'euros. Bien redire ces chiffres. Le fonds de péréquation horizontal sera de 250 millions d'euros. C'est juste pour rappeler les chiffres. Le fonds de péréquation national, c'est 3 milliards d'euros. Ce fonds de péréquation horizontal, les 250 millions d'euros, sont destinés à évoluer, ces montants sont destinés à évoluer pour atteindre 1 milliard en 2016. Je veux simplement rappeler qu'initialement, il était prévu que cela se passe en 4 années. Nous avons simplement dérogé pendant le moment au niveau du débat à l'Assemblée nationale pour permettre de tenir compte d'une progressivité qui soit davantage en phase avec les remarques que vous aviez formulées tout à l'heure. Permettez-moi maintenant d'entrer dans le détail de son fonctionnement, puisque ce dispositif intéresse, je l'ai bien compris, au plus haut point les communautés urbaines, et aussi parce que j'ai bien noté que sa mise en œuvre suscitait des réserves, pour ne pas dire des oppositions. Oui, le président de l'Association des maires de France l'a rappelé, les élus dans leur très grande majorité, toutes tendances politiques confondues, ont demandé la mise en place de ces fonds de péréquation horizontale. Pour autant, la mise en place de ce fonds nécessite qu'on y travaille et qu'on regarde à 2 fois avant qu'il ne s'applique. Et c'est ce travail que je voudrais maintenant vous expliciter un petit peu. Premièrement, la péréquation s'effectuera entre environ 4000 blocs territoriaux constitués soit d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, soit d'une commune isolée. Ces blocs pourront être comparés, quel que soit leur statut et leur régime fiscal. Une fois définie la contribution ou l'attribution de chaque bloc, elle sera répartie entre l'EPCI et ses communes membres selon des modalités définies par la loi et modifiables par l'EPCI à l'unanimité ou à la majorité qualifiée. Deuxième point, la mesure de la richesse des blocs territoriaux, un sujet qui a été abordé, s'effectuera sur une assiette de ressources très large, tirant toutes les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. Dans le potentiel financier agrégé seront prises en compte la quasi-totalité des recettes fiscales autres que les taxes affectées et celles des dotations communales qui ne remplissent pas déjà une fonction de péréquation. Troisième point, la redistribution sera effectuée sur la base de critères simples, applicables à toutes les communes et intercommunalités, quelle que soit leur taille et leur situation, rurales ou urbaines. La faiblesse du potentiel financier agrégé, le revenu par habitant et l'effort fiscal qui a été ajouté à l'Assemblée nationale. Vous voyez que nous prenons en compte, avec l'effort fiscal, un de vos souhaits, c'était un point que vous aviez encore rappelé tout à l'heure, c'est rentré dans ce qui est décidé au niveau de l'Assemblée nationale et qui a été transmis au niveau du Sénat. Le quatrième point, le fonds de solidarité entre des communes de la région Île-de-France, le FSRIF, sera maintenu et même amplifié. Les communes et intercommunales d'Île-de-France pourront cependant contribuer au dispositif national, le FPIC. Il sera alors tenu compte de ce qu'elles ont déjà versé ou percé au titre du fonds régional de l'Île-de-France. Donc pour qu'on ne fasse pas payer à 2 reprises sans tenir compte de l'effort de péréquation fait à l'intérieur de l'Île-de-France. Et enfin, la dernière chose, aucun bloc territorial ne pourra se voir prélever plus d'une certaine proportion de ses ressources. Ce plafond, initialement fixé à 15% des ressources fiscales,
prise en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé a été abaissée à 10% lors du débat à l'Assemblée nationale. J'ajouterai que nous avons choisi d'opérer des prélèvements par strate démographique comparables. Une strate supplémentaire a même été créée à l'Assemblée nationale. Cela permet d'opérer, je veux le dire ici parce que c'est important, et à l'Assemblée nationale, c'est un sujet qui était vraiment sur la table. Cela permet d'opérer un prélèvement équitable et acceptable pour chaque niveau de collectivité. En effet, un mode de prélèvement déstratifié, c'est-à-dire toutes communes confondues, quelle que soit leur taille, aurait entraîné une très forte concentration des contributions puisque seules les strates des blocs territoriaux de 100 000 à 200 000 habitants et de plus de 200 000 habitants auraient été contributrices nettes à la péréquation. Je veux redire ici que je me suis personnellement très engagé à l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'on mette en place cette stratification qui voulait être supprimée par des élus de toute tendance politique, vous le savez bien, et j'ai tenu à ce que cela ne soit pas le cas, parce que j'ai expliqué que cela amènerait une ponction beaucoup trop importante sur les communautés de grande taille. Je veux simplement donner le chiffre. Pour la dernière strate, la contribution aurait atteint 93 millions d'euros dès 2012 contre 13 millions d'euros dans le scénario stratifié. Je veux simplement dire qu'entre ce qui était proposé par certains et ce que nous avons proposé, il y a d'un côté 93 millions d'euros de participation, de l'autre côté, il y a 13 millions d'euros qui est le résultat que nous avons obtenu. Simplement dire que je ne viens pas simplement ici devant vous pour dire nous ferons l'effort, c'est l'effort que j'ai fait lorsque j'étais en débat pour l'ensemble des communautés urbaines aussi, évidemment, vous l'aurez imaginé, pour bien sûr la ville de Paris. Les communautés urbaines, par leur démographie, leur surface financière, s'illustreront dans ce dispositif. 2 communautés urbaines recevront les plus fortes attributions du Fonds de péréquation intercommunale et communale, mais il y a aussi 3 communautés urbaines qui seront fortement contributrices dans cette perspective de mise en place. Comme dans toute mise en place de réformes d'ampleur, certaines difficultés subsistent, et je reviens sur ce que vous avez dit. Il peut parfois survenir qu'un EPCI riche, destiné à contribuer au fonds, comporte en son sein des communes pauvres, éligibles par ailleurs aux dotations de péréquation. Plusieurs de vos communautés urbaines connaissent ce cas de figure. Or, il s'avère que parmi les 250 communes éligibles à la DSU cible, 120 communes sont bénéficiaires nettes du FPIC. 26 ne sont ni bénéficiaires ni contributrices et 104 seraient contributrices nettes. Le solde entre les contributions et les attributions serait toutefois positif à hauteur de 10 millions d'euros dès 2012. Et parmi les 104 communes contributrices nettes, 74 supporteraient une contribution au FPIC inférieure à 1/3 de la progression de leur DSU entre 2009 et 2011. Seules 7 communes contribueraient au FPIC pour un montant supérieur à cette progression. Ces données précises tempèrent les critiques qu'on a pu entendre ici et là. Néanmoins, je reste tout à fait ouvert aux propositions d'amélioration du mécanisme. J'ai d'ailleurs demandé à la DGCL de travailler sur 2 pistes. Tout d'abord, la révision de la pondération des critères d'éligibilité. Nous avons bien compris que dans ces critères d'éligibilité, il y a d'un côté le potentiel financier, il y a l'effort fiscal, il y a le revenu des foyers. Sans doute qu'en revoyant la proportion respective de ces 3 éléments, nous sommes capables très largement de moduler les résultats. Ce travail est en train d'être fait. Au Sénat, je suis d'ores et déjà en mesure de vous dire que nous serons très ouverts aux propositions qui nous permettront de répondre aux critiques qu'à juste titre vous avez formulées et que vous avez reprises sur les analyses qui avaient déjà été faites. Je veux le redire ici. Ensuite, pour les communes qui resteraient contributrices nettes du fait de leur appartenance à un EPCI contributeur, la solution pourrait résider dans la faculté pour l'EPCI de décider d'exonérer de leur contribution celle des communes membres qui seraient particulièrement défavorisées si cela devait être le cas. Je suis persuadé que nous parviendrons à un dispositif équitable qui permettra de mettre en œuvre un mécanisme puissant de solidarité entre les territoires. En tout cas, je reste ouvert, je le dis très clairement, pour examiner toutes les propositions qui peuvent nous amener
vers des meilleures solutions qui sont mieux acceptables par les uns et par les autres. Je veux simplement dire que le souhait de cette péréquation horizontale est exprimé clairement par l'ensemble des élus, l'AMF, mais aussi les parlementaires, qu'on ne peut pas imaginer que ceci ne soit pas mis en place. Mais dans la mise en place, je crois que nous devons tous ensemble rechercher la meilleure solution et le gouvernement sera tout à fait ouvert à ce que cette solution puisse être coproduite, notamment à partir du travail qui a été fait à l'Assemblée nationale et ce qui pourra se faire au niveau du Sénat. Agir en responsabilité, c'est en fait permettre aux collectivités territoriales de trouver les sources de financement utiles pour le développement des territoires. Vous le savez, depuis cet été, les collectivités territoriales ont éprouvé de grandes difficultés, ça a été rappelé là aussi, à financer leurs investissements du fait de la mise en œuvre par les banques de nouvelles normes prudentielles dites Bâle III, de la crise financière, mais aussi du retrait de Dexia. J'ai personnellement, très tôt, reçu les responsables de toutes les banques françaises, partenaires des collectivités, sur ce dossier difficile. 3 mesures aujourd'hui, 3 réponses méritent d'être rapidement abordées. La première, c'est que pour la fin de l'année, pour l'urgence, eh bien, le Premier ministre a annoncé le 4 novembre dernier la mise à disposition par la Caisse des dépôts de 3 milliards d'euros de prêts, selon des mécanismes similaires à ceux qui ont été mis en place en 2008. Cette enveloppe correspond à l'évaluation des besoins des collectivités territoriales jusqu'à la fin de l'année et devrait leur permettre de boucler leur plan de financement pour 2011, voire même le début de 2012. Dans le contexte d'incertitude financière que nous connaissons, je sais que c'était une mesure attendue, c'est aussi une mesure utile, puisque l'investissement des collectivités soutient directement l'activité économique de nos territoires. L'enveloppe de prêts a été répartie au terme d'une adjudication qui a eu lieu vendredi 5 novembre pour ce qui concerne les 1,5 milliard qui transiteront par les banques, puisque 1,5 milliard seront distribués directement par la Caisse des dépôts. Je vous précise que 2 mécanismes visant à apporter davantage de souplesse ont été annoncés par le Premier ministre après consultation des collectivités territoriales. Cette enveloppe pourra permettre de financer, au-delà des opérations d'investissement inscrites au budget de 2011, des opérations relevant des budgets pour 2012, dans la limite de 20% du montant total. Et ensuite, un point d'étape sera établi au 30 novembre afin de vérifier la pertinence de l'enveloppe et de procéder, le cas échéant, à sa majoration si cela s'avérait nécessaire. Ce sont des précisions, je crois, qui sont importantes. Naturellement, les offres de prêt des directions régionales de la Caisse des dépôts et du réseau des établissements bancaires partenaires sur la base de cette enveloppe sont d'ores et déjà disponibles. Concernant le début de l'année 2012, notre évaluation des besoins de financement des collectivités est, je dois l'avouer, loin d'être parfaite. Il est difficile de mesurer ce besoin de financement compte tenu de la conjoncture globale et de l'impact des élections, même nationales, sur l'investissement local. Et ensuite, l'attitude des opérateurs traditionnels est elle-même encore incertaine. J'ai prévu de rencontrer à nouveau chacun d'entre eux avant la fin de l'année afin d'avoir une vision claire sur leurs engagements prévisionnels. Toutefois, dans le cadre du sauvetage de Dexia, vous avez noté que la Caisse des dépôts et la Banque postale ont décidé, à travers un vecteur commun, de se positionner sur le marché du financement des collectivités locales. Ce nouvel opérateur, c'est-à-dire une véritable banque publique des collectivités locales, filiale à la fois de la Caisse de dépôt et de la Banque postale, permettra d'intervenir d'ici au début de l'année 2012, sans qu'on puisse évidemment dire exactement le mois à partir duquel ce fonctionnement sera opérationnel. Et puis il y a le dernier dossier, je le dis devant Michel Destot, il y a dans les cartons le projet d'agence de financement des collectivités locales porté par un certain nombre d'associations de collectivités. Je veux leur dire ici que j'ai une approche de ce dossier particulièrement compréhensive, parce que c'est un dossier qui est porté par les collectivités, parce que les collectivités souhaitent se prendre en main elles-mêmes, et je crois que par définition, c'est une démarche qui mérite d'être saluée. C'est un projet qui est porté avec pugnacité, ça aussi je peux le confirmer. Nous savons, et cela a déjà été dit, qu'il est encore nécessaire de faire avancer un certain nombre de discussions, mais visiblement elles ont encore prospéré récemment, en particulier avec ce qui concerne Bercy. Simplement, ce que nous savons, c'est que si ce dossier aboutit, ça ne sera pas avant la fin 2012,
voire début 2013. Mais nous voyons bien que nous avons là 3 dossiers. D'un côté, la réponse au travers de la mise à disposition des 3 milliards, avec la moitié en direct par la CDC et l'autre moitié par la CDC via les banques traditionnelles. Le deuxième grand projet, c'est à la création de la banque publique des collectivités locales avec un partenariat entre la Caisse de dépôt d'un côté et de l'autre côté la banque postale. Et ensuite, la troisième chose, c'est la création de l'agence des collectivités qui aujourd'hui est portée sur les fonds baptismaux par l'ensemble des associations des collectivités et en particulier par l'AMF, mais aussi par vos assemblées respectives. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je ne suis pas de vous dire, évidemment, et vous le savez bien, que tout va bien. Mais je souhaitais répondre d'abord aux inquiétudes et apporter des réponses précises pour dire que, d'un côté, dans cette conjoncture difficile, nous avons essayé d'apporter les réponses en termes de financement et en termes de flexibilité pour que les collectivités puissent continuer à s'organiser dans un partenariat le plus ouvert possible et avec l'appui du gouvernement chaque fois que c'est nécessaire. La deuxième chose, en ce qui concerne les finances, nous savons bien que l'augmentation traditionnelle d'une année à l'autre ne sera pas possible. Nous l'avons dit, par le gel des fonds qui ont été mis en place, mais nous avons souhaité, dans cette période délicate, de permettre aux collectivités les plus fragiles de pouvoir continuer à compter sur un fonds de péréquation national que nous abondons légèrement. Et ensuite, nous avons souhaité mettre en place un fonds de péréquation horizontal pour le bloc communal, un fonds qui mérite encore d'être discuté, à la fois au niveau des recettes et au niveau des répartitions que nous aurons ensuite à définir. Et dernière chose, j'ai souhaité redire, oui, que dans la mise en œuvre de ces dispositifs de financement, nous devons évidemment être attentifs au quotidien de ce qui se passe au niveau des collectivités. Chaque fois que les taux augmentent, chaque fois que des banques ne répondent pas aux besoins de financement qui sont exprimés par les collectivités, eh bien ceux-ci, ce sont des investissements qui sont retardés, voire annulés. Et chaque investissement dans une période de crise qui est retardé ou annulé, eh bien ceci représente pour le territoire national tout entier une difficulté de plus de pouvoir rebondir dans la crise. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité être attentifs à ces besoins et y apporter les réponses les plus précises possibles que nous pouvions formuler. Vous constatez donc que malgré les difficultés, malgré la conjoncture incertaine, ces mesures successives sont mises en œuvre ou étudiées afin de garantir aux collectivités l'accès aux ressources de financement, mais aussi l'équité définie ensemble au niveau de l'ensemble de ces collectivités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à honorer votre Congrès pour poursuivre le dialogue constructif qui n'a jamais faibli entre votre association et le gouvernement et rappeler ma disponibilité pour parfaire les dispositifs qui méritent de l'être. Je suis heureux de constater combien les comités urbains de France ont puisé dans la boîte à outils qu'est la loi du 16 décembre 2010 pour initier et concrétiser des projets de partenariat intercommunal sur des modalités et dans des directions nouvelles. Merci à toutes et à tous d'avoir chevillé au corps cette ambition de servir notre pays et ses territoires avec abnégation et enthousiasme, et ceci au moment où nous traversons l'une des crises les plus graves que nous ayons connues. C'est dans la tourmente qu'il faut savoir être à la barre, qu'il faut savoir être entreprenant, déterminé et ouvert à l'innovation. Tout à l'heure, le Président ne disait pas autre chose. Vous en êtes l'illustration tangible. Merci, merci aussi de votre venue, de votre participation et de votre écoute. Bien, mesdames et messieurs, nous allons donc clore ces 39e journées des communautés urbaines de France. Monsieur le ministre, je veux vous remercier de votre intervention. Vous dire, vous l'avez senti dans la salle, que partout où il y avait dans la loi liberté des élus de s'organiser, il y avait eu un développement particulièrement favorable. Que par contre, chaque fois qu'on avait essayé d'imposer, le mécanisme s'est grippé. Je crois que dans l'avenir, il faut essayer de faire confiance aux élus.
parce que, eux aussi, Monsieur le ministre, ils pensent l'avenir. Ils voient bien la gravité de la crise. Et d'ailleurs, dans notre gestion, de plus en plus, nous mutualisons pour essayer de réduire nos coûts de gestion et d'apporter à nos populations le meilleur service tout en leur demandant le moins d'efforts fiscal, parce que nous savons bien que la crise touche les habitants de nos villes et de la manière particulière qu'évoquait tout à l'heure Michel Destaut. Je veux vous remercier d'avoir confirmé à cette Assemblée que vous étiez prêts, d'ici l'examen du texte de la péréquation au Sénat, à prendre en compte un certain nombre de nos amendements. Évidemment, nous ne vous suivrons pas forcément sur la voie d'un amendement qui dirait que ce que les communes pourraient éventuellement être prélevées, nous pourrions le transférer à la communauté urbaine directement, parce que quand je regarde pour la communauté urbaine de Lyon, aujourd'hui, dans l'état actuel des textes, à terme, ça serait 20 millions d'euros qui seraient prélevés. Si j'en ajoute 600 000 qui seraient prélevés sur les communes ayant la DSU, évidemment, ça n'arrange pas les choses pour l'équilibre global de la communauté urbaine et de nos territoires. Merci d'avoir évoqué aussi l'agence de financement avec ouverture à ce que nous pouvions proposer. Je crois que devant la difficulté des temps, il faut que chacun puisse faire l'effort d'avancer pour relever les défis qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, merci de cette riche participation à nos journées communautaires.